Bonjour et bienvenue à Bavarder entre deux chapitres, une émission qui donne la parole aux lecteurs et aux auteurs d'ici et d'ailleurs. Je m'appelle Stéphane Dupuis et je suis en compagnie de Sonia Mascolo. On vous parle de la bibliothèque du centenaire de Campbellton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous vous parlerons du livre de Sonia Mascolo, Ce que j'avais de plus précieux, publié en 2020 aux éditions L'Apothéose. Bonjour Madame Mascolo. Bonjour. Donc je vous accueille pour votre livre, en fait, le livre que vous venez de publier aux éditions de l'Apothéose, Ce que j'avais de Oui. plus précieux. Oui. Pouvez-vous m'en parler en quelques mots, me présenter globalement? Après, je vais poser quelques questions. D'accord. Alors, ce livre-là raconte mon histoire. Une histoire d'une maman qui a vécu une séparation difficile. Puis, tellement difficile qu'au bout du compte, j'en ai perdu mes enfants. Fait que c'est pas quelque chose qu'on parle régulièrement. C'est pas quelque chose que les gens entendent beaucoup. Mais ça arrive, je crois, profondément avec ce que j'ai eu plus souvent qu'on pense. Sauf que c'est un sujet qui est tabou, qui est difficile. Puis moi, pour m'en sortir, pour croire que j'étais pas folle puis que j'étais pas la seule, j'avais besoin d'écrire. Alors, ça a commencé comme ça. J'écrivais le soir mon journal personnel pour m'en sortir. Puis c'était aussi ce que les gens me conseillaient. Quand on est dans une séparation difficile, il y a des avocats qui sont impliqués. Alors, on nous dit prenez des notes, prenez des notes. Alors, j'ai pris des notes. Je me suis rendu compte que écrire, c'était ma bouée de sauvetage, c'était mon canot, ça me faisait du bien. Puis, les années ont passé. Puis, je me suis dit, ça ne peut pas tout rester là. J'ai réussi à reprendre contact avec mon plus jeune plusieurs années plus tard, pour des raisons qui sont expliquées effectivement dans le livre. Puis, je voulais partager un message d'espoir. Parce que malgré qu'on pense des fois qu'on vit une situation où est-ce qu'on est tout seul, puis il n'y a personne qui nous comprend, puis qu'on n'est pas capable d'en parler, j'avais besoin de raconter pour dire qu'on peut traverser ça, que c'est possible. Puis j'espère que ça va en aider d'autres. Parce que quand j'en parlais à des amis proches, souvent ils me disaient « Ah ben oui, mais je connais quelqu'un justement à qui quelque chose de similaire est arrivé. » Mon cas à moi a été quand même extrême. Oui, en fait, à partir de quel âge vous aviez deux garçons, non? Oui. Vous avez toujours deux garçons? J'ai toujours deux garçons, oui. Mais à partir de quel âge vous en avez perdu la garde? Ils avaient quel âge quand ça s'est passé? La séparation s'est passée, mon plus vieux rentrait à l'école. Donc, mon plus vieux avait 5 ans. Mon plus jeune avait 3 ans quand la séparation s'est passée. Mais entre la séparation et le divorce, il y a eu effectivement plusieurs années. Où est-ce que là, c'était extrêmement difficile le transfert, la garde partagée. Et tout ça, ça évolue sur des années. Hein? C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis mon ex-conjoint a eu une nouvelle conjointe dans sa vie. Ça l'a effectivement compliqué les choses. Puis, je vous dirais qu'en 2000, mes enfants se sont souvent fait dire que lorsqu'ils auraient 12 ans, ils pourraient prendre la décision qu'ils veulent, puis ce sera à eux de décider. Puis mon plus vieux, j'ai arrêté de le voir à 12 ans. Puis comme ils ont 2 ans de différence, mon plus jeune, il avait 9-10 ans. Puis tout s'est arrêté là. Mon monde s'est écroulé à ce moment-là. Puis il a fallu que je me réinvente. Mm-hmm. Mais on peut se réinventer. Est-ce que vous les voyez aujourd'hui? Quel âge ils ont aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus vieux a 29, mon plus jeune a 27. J'ai repris contact avec mon plus jeune, c'est faux à dire, lorsque j'ai arrêté des paiements de pension alimentaire. Je payais toujours une pension alimentaire à leur père. Et puis, je pensais que quand mes enfants auraient 18 ans, ça s'arrêterait. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais quand tout ça a finalement arrêté, c'est mon plus jeune qui m'a contactée. Puis à ce moment-là, mon plus jeune était incarcéré en prison. C'est un petit peu pour ça que les réseaux sociaux, pour moi, j'ai un petit peu de misère aujourd'hui, mais j'essaie de m'y habituer parce que j'ai appris en rentrant le nom de mon plus jeune, en essayant de faire des recherches, savoir qu'est-ce qui se passait avec eux, où c'est qu'ils étaient, qu'est-ce qui se faisait, que je suis tombée sur un article, puis j'ai réalisé que c'était probablement mon enfant qui était incarcéré en prison depuis quelque temps, puis que je n'avais pas été mis au courant. Fait que ça, c'est des nouvelles qui sont très difficiles à apprendre. Mais quand il est rentré en contact avec moi, justement, j'avais commencé le processus d'écriture à ce moment-là, parce qu'on s'entend, quand j'ai commencé à écrire, c'était pas mon but pour le public tout de suite, c'était pas ça. C'était vraiment pour mes enfants. Je voulais vraiment que mes enfants sachent leur histoire. Je voulais vraiment qu'ils sachent qu'ils ont été aimés, qu'ils ont été voulus, puis que
j'étais une maman à la maison de 0 à 5 ans quand mes enfants étaient là. Fait que je voulais vraiment qu'ils sachent ça. Puis c'est cette portion de livre-là que je lui ai envoyée. Puis là-dessus, à ce moment-là, ce livre-là s'appelait « Je serai toujours là ». Puis quand il a reçu ça, il m'a appelé puis il dit « Tu m'as écrit un livre avec les photos de leur jeunesse parce que leur père avait tout mis ça de côté. » Tu m'as dit que tu serais toujours là. Fait qu'il dit « T'es-tu vraiment là? » Je dis « Oui. » Fait que du temps qu'il était incarcéré, je communiquais avec lui régulièrement aux semaines à ce moment-là. Puis c'est à moi qui a demandé d'aller le chercher quand sa sentence a été terminée. Fait que je suis allée le chercher, puis on a été en contact pendant un petit bout de temps. Il est même venu ici, chez moi. Puis ça, pour moi, c'était comme un beau cadeau de la vie. Un beau cadeau de la vie. Puis depuis ce temps-là, mais je vous dirais que, je sais pas, les auditeurs pourraient me le dire, mais je pense que quand on a des garçons, puis les filles, c'est pas pareil. Ils communiquent peut-être moins souvent, les garçons. En tout cas, j'ai un frère, puis c'est un petit peu comme ça. J'ai son numéro de téléphone. Si je veux l'appeler, il n'y a aucun problème. Tout est beau, mais il ne communique pas avec moi souvent, mais je sais que la communication est là. Alors qu'avec mon plus vieux, non, je n'ai pas réussi à reprendre ça encore. Mais je ne perds pas espoir. Puis je ne vous cacherai pas que pendant des années, j'étais maman, mais je ne le disais pas que j'étais maman parce que quand je le disais, ça gelait toutes les conversations. C'est comme, OK, comment ils vont? Est-ce qu'ils graduent? Je n'étais pas capable de répondre à rien. Puis le monde ne comprenait pas. Mais depuis que le livre est sorti, c'est drôle, on dirait que je me réapproprie mon rôle de maman parce que je suis capable de dire que je suis maman, puis je suis capable de dire que oui, j'ai 2 grands garçons, 27 et 29 ans. Je suis vraiment contente que j'aurais pas pensé que le livre m'aurait fait ça. C'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir, mais je suis comme vraiment heureuse de ce feeling-là. Ouais. Est-ce que, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui par rapport à l'enchaînement de tout ce qui s'est passé est-ce qu'il y a est-ce que vous voyez quelque chose qui aurait fait en sorte que vous ayez pu avoir la garde de ces enfants? C'est triste à dire, mais non, je pense pas. Honnêtement, je pense que j'ai fait tout ce qui était humainement possible de faire. Ça, pour moi, j'en demeure convaincue. Mais je le démontre, je pense, dans le livre, qu'il y a des failles dans tous les systèmes. Mm-hmm. Puis, on a le système judiciaire, le système familial. Les deux fonctionnent de façon totalement indépendante. Puis, le système familial, quand on est là, c'est comme on espère que les gens vont agir dans le meilleur intérêt de leurs enfants, dans le bon père de famille, comme le dicton le dit. Sauf que ça prend une maturité émotionnelle pour être capable de faire ça. Puis c'est pas tous les parents dans une situation de divorce difficile qui sont capables de faire ça. Parce que dans mon cas, l'aliénation parentale a été diagnostiquée à plus d'une reprise. C'est ça, en fait, le livre tourne autour de ça. Oui. C'est une biographie qui tourne autour de votre expérience de mère dépossédée de ses enfants. Oui. Puis ça vous le liez à un syndrome, en fond, oui. qui est le syndrome d'aliénation parentale. Pouvez-vous m'expliquer de manière générale, en fait, comment ça fonctionne? Comment le syndrome d'aliénation parentale fonctionne? Oui. Je pense que puisque vous l'avez vécu. Oui. Ce qui est important de mentionner au départ, c'est que c'est pas un bon parent versus un mauvais parent. C'est pas ça. C'est mon intégration du syndrome d'aliénation parentale, selon moi, mon expérience, c'est quand les parents se séparent, c'est pas facile. Ça prend vraiment une intelligence émotionnelle forte pour être capable d'encourager, dans mon cas, mes enfants d'aller voir leur père, puis leur père d'encourager d'aller voir leur mère, parce qu'on demeure toujours parents, même si on n'est plus mari et femme, on demeure toujours papa puis maman. Mais il y a comme un sentiment où c'est qu'on veut les protéger. Puis l'aliénation parentale, c'est comme si un parent induit un sentiment de peur dans son enfant quand il laisse aller voir l'autre parent. C'est comme si le fait que les deux parents sont chicanés puis ça s'est séparé, on n'est pas capable de refaire confiance en l'autre qui peut prendre soin de ses enfants comme il faut. Il nous a blessés, donc il va blesser l'enfant aussi. Puis c'est comme si ça prend des mesures totalement disproportionnées. Puis c'est extrêmement... Puis l'entourage reste tabou là-dedans. L'entourage reste surpris, puis ils ont l'impression qu'il faut qu'ils prennent parti, soit d'un côté, soit de l'autre.
Puis quand on essaie de faire valoir, effectivement, ah ben là, moi, ça, je m'en mêle pas, c'est entre vous autres, c'est vos histoires. Puis c'est toujours difficile. Les enfants reviennent à reculons, sortent des phrases qui sont extrêmement difficiles à entendre. Puis dans le livre, c'est effectivement des exemples que je donne là-dessus parce qu'on peut juste pas s'imaginer. Puis des fois, je me dis, écoute, c'est pas normal qu'un enfant de 5 ans me sorte ça, là, ça se peut pas, là. Puis c'est pour ça que j'avais besoin d'écrire. J'avais besoin, parce que, à un moment donné, c'est vraiment insane, comme on dit. Mais c'est ça. Puis tant qu'il n'y a pas personne qui, à un moment donné, reflète la situation, tout le monde finit qu'il se croit. Mais moi, j'ai jamais voulu croire parce que c'est pas moi. J'ai été chanceuse. Je pense que j'ai été élevée avec des parents qui m'ont transmis une bonne estime et une bonne confiance de soi. Je pense que j'avais besoin d'être solide pour être capable de passer par-dessus ça. Parce que je savais, moi, que j'étais pas folle. Puis je savais, moi, que j'étais pas une mère violente. Puis mes enfants, j'ai toujours voulu des enfants. Pour moi, être mère, c'était primordial. Puis j'ai toujours dit que je voulais avoir mes enfants jeunes en plus. Puis je suis restée à la maison 5 ans. Ma garderie en milieu familial demeure le plus beau moment de ma vie. Ça n'avait pas de bon sens que soudainement, on me dépeignait comme quelqu'un qui était vraiment inapproprié pour être capable de prendre soin des enfants. Puis il ne faut pas embarquer dans la justification. Quand on embarque, on essaie toujours, c'est ça le problème, hein? On nous envoie une image de nous qui n'est pas nous, puis on a le réflexe de la défendre. Puis on ne devient pas expert, puis les émotions, c'est fragile. Là. Fait que, puis quand on embarque sur cette pente-là de se défendre un et l'autre, l'argument fait juste augmenter toujours. Puis on s'en sort pas, là. Pouvez-vous nous montrer votre livre, en fait, Oui, avec plaisir. Si vous pouvez me dire si vous le voyez bien. Oui, on voit bien. Oui, puis moi, ce qui m'a... C'est drôle, à un moment donné... Moi, j'ai toujours voulu avoir un chien quand j'étais jeune. Puis c'était impossible chez nous. Mes parents ne voulaient pas. Puis... Quand je me suis mariée, avec mon conjoint actuel, il y avait un chien quand je l'ai connu. Puis on a eu, qui est Cassis, qui fait partie ici de la première image. Puis on avait un chat. Puis pour moi, c'est vraiment les animaux qui m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Pour moi, c'est mes filles. Ça demeure des animaux, mais c'est mes filles. Alors, je dis souvent, j'ai eu 2 gars, maintenant j'ai 2 filles. Puis ça me garde l'idée de dire, viens voir maman. Ou on va voir papa. Je gardais le discours papa-maman dans la maison parce que pour moi, c'était important. Fait que c'est pour ça que pour moi, ils font partie de la page couverture et qui sont super importantes. Ça demeure mes filles. Puis aujourd'hui, on en a 4 filles aujourd'hui. C'est bien, vous avez pu reconstituer une famille. Oui, il fallait... C'est un petit peu ça le message de mon livre, c'est que des fois, on a des choses extrêmement difficiles qui nous arrivent, mais pour moi, c'était non négociable mon rôle de mère dans ma vie. Comment je pouvais le transformer? Parce que je me dis toujours, on a toutes juste une vie à vivre. Je ne pouvais pas vivre la mienne fâchée à toutes les fois que je voyais une famille épanouie en avant de moi, puis j'étais fâchée après eux parce que moi, je ne l'avais pas, puis on me l'avait enlevé. Je ne pouvais pas rester dans ce tourbillon-là. Puis je me la suis réinventée avec mes animaux. Puis le fait d'avoir comme libéré ce fardeau-là dans le livre, maintenant, là, j'ai l'impression que je suis redevenue vraiment moi-même. Je suis vraiment redevenue Sonia. J'ai plus ce fardeau-là sur les épaules de l'aliénation et de la mauvaise mère parce qu'on juge très rapidement dans notre société. C'est très difficile de vivre avec un fardeau comme ça sur les épaules. Puis je vais être très honnête, entre vous et moi, quand à une table, je dis « j'espère que mes enfants ont eu une belle graduation. » Puis ils me disent « t'as des enfants, ils ont quel âge? » Oui, ils restent où? À Québec, OK. Tu vois pas. Puis là, c'est comme, le jugement arrive quasiment instantané, là. Ils veulent pas, les gens, te juger, mais dans le fond, c'est comme ils comprennent pas. On comprend pas comment tu as pu les perdre. C'est compliqué. En tout cas, bravo d'être passé à travers ça. Merci. Au cours de ces années-là. Merci. Puis la vie nous fait, aussi dans le livre, ce que je pense qui est important, c'est que malgré qu'on vit des choses difficiles, la vie nous fait des beaux cadeaux. Mais il faut être capable de les voir aussi, ces cadeaux-là. Puis la vie, au travers de tout ça, m'en a fait des beaux cadeaux. Puis ça, j'en suis vraiment... Aujourd'hui,
Je dis toujours, tu sais, il y en a des fois qui me demandent si je suis fâchée après mon ex, puis tout ça, puis je l'ai été, là, c'est clair. Est-ce On que le serait je... à moins. Mettons. Mais aujourd'hui, est-ce que je le suis encore? J'ai envie de vous dire non, ou très, très peu, parce que la peine est encore là, puis est encore présente. Mais pour moi, c'est clair que, puis je le dis dans le livre, à un moment donné, on prend la meilleure décision, puis c'est la pire décision en même temps. Si l'aliénation parentale ne serait pas arrivée dans ma vie, je ne serais pas ergothérapeute aujourd'hui dans ma profession. Puis ergothérapeute, c'est qui je suis. C'est ce que je faisais quand j'avais ma garderie en milieu familial avec 4 bébés à la maison. Puis je suis vraiment heureuse du travail que je fais et de la profession que j'ai aujourd'hui. Puis si l'aliénation ne serait pas arrivée dans ma vie, je ne l'aurais pas été. Parce que j'ai été admise tard. Je suis retournée à l'université sur le tard suite à tout ça. Je le décris aussi dans le livre. Puis j'ai été acceptée à l'Université d'Ottawa, donc il fallait que je quitte Québec. Puis c'est clair pour moi que si l'aliénation ne m'aurait pas enlevé mes enfants, je ne serais pas partie à Ottawa. Ça n'aurait jamais arrivé. Mais j'ai reviré tout ça, puis je suis revenue à Québec, puis j'ai repris contact quand même avec les enfants malgré tout. Mais ouais, fait que la vie nous fait des beaux cadeaux quand même malgré tout. Merci pour votre témoignage. Ça m'a fait plaisir. J'espère vraiment que ça peut en aider d'autres. C'est ça qui est l'objectif. Merci. Si vous avez envie de lire le livre dont on vous a parlé aujourd'hui, sachez qu'il est disponible en bibliothèque. Pour en réserver une copie, rien de plus simple. Rendez-vous sur les catalogues en ligne des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick. On vous remercie d'avoir écouté cette entrevue, faite par le service des bibliothèques du Nouveau-Brunswick. On vous dit à bientôt et bonne lecture.